Bienvenue à toutes et à tous dans cet espace de réflexion où nous prenons le temps d'explorer les rouages invisibles qui façonnent nos succès et nos échecs. Aujourd'hui, je vous invite à vous installer confortablement, à ouvrir grand votre esprit et à me suivre dans une exploration fascinante de l'âme humaine lorsqu'elle décide de s'unir à d'autres. Commençons par briser une chimère, une mythologie moderne qui nous a été vendue par les films d'action et les romans d'aventure. Celle du héros solitaire. Vous savez, ce personnage à la Rambo, qui affronte seul une armée entière, ou ce génie incompris qui, enfermé dans son garage, révolutionne le monde. La vérité, aussi brutale qu'essentielle, est qu'un est un nombre bien trop petit pour accomplir la grandeur. C'est une loi fondamentale, la loi de l'importance. Même Albert Einstein, dont le nom est synonyme de génie individuel, admettait avec une profonde humilité que ses découvertes reposaient sur les épaules d'innombrables autres penseurs. Il disait lui-même que sa vie et ses accomplissements étaient le fruit du travail de ses prédécesseurs et de ses contemporains. Pensez à l'histoire de l'humanité, à la conquête spatiale, aux percées médicales ou à la construction des plus grandes nations. Rien de tout cela n'a été l'œuvre d'un seul individu. Lyndon Johnson, ancien président des États-Unis, le résumait parfaitement en affirmant qu'il n'y a aucun problème que nous ne puissions résoudre ensemble, et très peu que nous puissions résoudre seuls. Pourtant, malgré cette évidence, beaucoup s'accrochent à l'illusion de l'indépendance totale. Pourquoi? Souvent, c'est l'ego qui parle. L'industriel Andrew Carnegie disait qu'un grand pas dans notre développement est franchi lorsque nous réalisons que d'autres peuvent nous aider à faire un meilleur travail que si nous le faisions seuls. Parfois, c'est un manque de confiance en soi. Certains leaders, par insécurité, s'entourent de personnes médiocres de peur d'être éclipsés, refusant ainsi de prêter l'intelligence des autres, comme le conseiller Woodrow Wilson. D'autres pêchent par naïveté, sous-estimant l'ampleur de leurs rêves, ou par tempérament, préférant le confort de la solitude à la complexité des relations humaines. Mais si vous avez un rêve qui vous dépasse, vous devez impérativement abandonner cette posture solitaire. Ceci nous amène naturellement à une prise de conscience vertigineuse concernant notre propre place au sein du monde. Si nous avons besoin des autres, comment devons-nous nous comporter lorsque nous rejoignons un groupe? C'est ici qu'intervient la notion de la vision globale, une loi qui stipule que l'objectif sera toujours, absolument toujours, plus important que le rôle individuel. Imaginez une scène poignante pendant les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Le Royaume-Uni est sous les bombes, et dans les entrailles de la terre, des mineurs de charbon travaillent dans des conditions effroyables. Beaucoup d'entre eux, désireux de gloire et de reconnaissance, voulaient s'engager dans l'armée pour combattre au grand jour. Winston Churchill, comprenant que sans charbon, l'armée et le pays entier s'effondreraient, est descendu dans ses mines. Il leur a parlé, non pas comme à de simples ouvriers, mais comme à des piliers de la survie de la nation, élevant leur labeur souterrain au même rang que le sacrifice des soldats au front. En agissant ainsi, Churchill a rappelé que l'objectif commun, la liberté du monde libre, primait sur les désirs de gloire individuelle. Dans notre société moderne, obsédée par la mise en avant de soi, il est facile d'oublier cette vérité. Regardez les grandes équipes sportives. Les joueurs qui portent fièrement le maillot de leur équipe, parfois sans même que leur nom y soit inscrit, comprennent que la victoire finale exige de subordonner ses ambitions personnelles au triomphe collectif. Mia Hamm, la légendaire footballeuse américaine, refusait de s'attribuer le mérite de ses buts, rappelant sans cesse que l'équipe était la seule fondation véritable de tout championnat. Pour atteindre ce niveau d'abnégation, il faut une boussole interne solide. Une volonté de renoncer à ses propres agendas et de se demander constamment ce qui est le mieux pour les autres. Mais attention, se sacrifier pour l'équipe ne signifie pas s'effacer ou devenir inutile. Au contraire, cela nous pousse à chercher l'endroit exact où notre contribution sera la plus explosive. C'est la magnifique loi de la place adéquate. Chaque personne possède un talent, une disposition naturelle, un endroit où elle s'épanouit pleinement. Prenons l'exemple fascinant de Colin Powell. Avant de devenir l'un des hommes d'État les plus respectés, il a trouvé sa véritable famille, son véritable appel. Non pas dans les sports traditionnels, mais au sein d'une fraternité militaire étudiante, les Pershing Rifles. C'est là, dans cette discipline, cette camaraderie et ce sens du devoir, qu'il a trouvé sa place. Plus tard, sa carrière militaire l'a préparé, étape par étape, à devenir secrétaire d'État. Le président George W. Bush savait qu'il n'y avait pas de meilleure place pour Powell que celle de porte-parole de la nation,
car ses compétences, son intégrité et son expérience s'alignaient parfaitement avec ce rôle. Que se passe-t-il lorsque les gens ne sont pas à leur place? Le moral s'effondre, le ressentiment grandit, et l'équipe stagne. Imaginez un orchestre où le violoniste talentueux est forcé de jouer de la batterie, et le batteur énergique est contraint de jouer de la flûte. C'est une cacophonie assurée. Pour construire une équipe victorieuse, le leader doit connaître intimement la vision de son groupe, évaluer la situation présente, et surtout, comprendre profondément chaque membre pour le placer là où il excellera. Et vous, en tant qu'individu, vous devez faire preuve d'introspection, explorer vos forces. Faire confiance à vos mentors et chercher cette place unique où vous apportez une valeur maximale. Et c'est précisément lorsque nous trouvons notre place et que l'équipe est alignée que le véritable voyage commence. Car les défis ne tarderont pas à se présenter. Plus le défi est grand, plus le besoin de travailler ensemble s'intensifie. C'est ce que l'on pourrait appeler la loi de l'Everest. Gravir la plus haute montagne du monde n'est pas une promenade de santé. Pendant des décennies, des alpinistes chevronnés y ont laissé la vie. Souvent parce qu'ils sous-estimaient la montagne ou surestimaient leur capacité à la vaincre seuls. Tenzing Norgay, le célèbre Sherpa qui a accompagné Edmund Hillary lors de la première ascension réussie en 1953, l'avait compris mieux que quiconque. Il disait qu'on ne gravit pas l'Everest en essayant de faire la course seul, mais en avançant lentement, prudemment, et avec un esprit d'équipe absolu. Leur exploit n'était pas seulement le leur, c'était l'aboutissement des efforts de tous ceux qui avaient préparé le terrain. Porter le matériel et partager les souffrances. Quel est votre Everest? Quelle est cette vision qui vous empêche de dormir la nuit? Si ce rêve est vraiment grand, vous ne pourrez pas l'atteindre avec une équipe médiocre. Il faut adapter la taille et la qualité de votre équipe à la dimension de votre rêve. Parfois, cela signifie développer les membres actuels, leur offrir des formations, du soutien. D'autres fois, cela implique de recruter de nouveaux talents clés, ou même de changer de leadership pour s'adapter à une nouvelle phase du défi. Et dans les cas les plus difficiles, cela demande le courage d'écarter les membres inefficaces qui tirent le groupe vers le bas. Car face à une urgence absolue, comme ce fut le cas pour l'équipage d'Apollo 13 dont le vaisseau perdait son oxygène à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre, seule une équipe parfaitement synchronisée, innovante et dévouée peut transformer un désastre imminent en un triomphe de l'ingéniosité humaine. Cependant, cette ascension vers notre Everest personnel ou collectif n'est pas sans danger. Et la force de notre cordée dépend irrémédiablement de sa partie la plus fragile. C'est une vérité difficile à admettre, mais la force d'une équipe est déterminée par son maillon le plus faible. Souvenez-vous de la catastrophe de l'Exxon Valdez en 1989. Ce n'était pas le navire qui était en cause, ni l'ensemble de l'équipage de la compagnie. Mais une chaîne d'erreurs fatales causées par quelques individus, un capitaine alcoolisé, un officier épuisé, une communication rompue. Le résultat? Une des pires marées noires de l'histoire et des milliards de dollars de dommages. Dans nos propres projets, nous refusons souvent de voir nos maillons faibles. Nous voulons croire que notre groupe est fait pour tout le monde, que tout le monde veut avancer au même rythme, que tout le monde peut s'adapter. Mais la réalité est têtue. Certaines personnes ne veulent pas grandir, d'autres n'ont tout simplement pas les capacités requises pour la nouvelle vision. Garder un maillon faible par complaisance ou par peur du conflit, c'est condamner les membres les plus forts de l'équipe à compenser perpétuellement les erreurs des autres. Cela engendre de la frustration, de l'épuisement, et finalement, une perte de respect envers le leader qui refuse d'agir. Bien sûr, la première étape est toujours d'essayer d'aider, de former, de soutenir. Mais si, malgré tous les efforts, la personne ne progresse pas, il est de la responsabilité du leader, pour le bien commun, de couper ce lien. Avec respect et honnêteté. C'est exactement la philosophie des forces spéciales comme les Navy SEALs. Dans leur environnement, une faiblesse ne signifie pas un retard sur un projet, cela peut signifier la mort d'un coéquipier. C'est pourquoi leur sélection est si impitoyable, ne gardant que ceux qui possèdent non seulement des compétences physiques hors normes, mais surtout un esprit d'équipe inébranlable. Pourtant, se débarrasser des maillons faibles ne suffit pas à créer une dynamique de victoire. Une équipe purgée de ses défauts est une équipe saine, certes, mais pas nécessairement une équipe championne. Pour passer de la normalité à l'excellence, il faut des étincelles, des individus capables de déclencher l'action. Ce sont les catalyseurs. Pensez à Michael Jordan. Au-delà de ses statistiques personnelles ahurissantes, ce qui faisait sa véritable grandeur,
C'était sa capacité à élever le niveau de jeu de tous ceux qui l'entouraient. Qu'il soit sur le terrain en pleine finale NBA ou lors d'un simple entraînement avec les Washington Wizards à la fin de sa carrière. Sa seule présence électrisait l'atmosphère. Les catalyseurs sont ces personnes rares qui, intuitivement, sentent les opportunités, qui communiquent avec passion. Qui possèdent un talent indéniable soutenu par une éthique de travail féroce. Ils sont créatifs, prennent des initiatives. Assument la responsabilité de faire avancer les choses et font preuve d'une générosité d'esprit remarquable. Ils ne se contentent pas d'attendre que la balle vienne à eux. Ils la demandent dans les moments cruciaux et savent exactement quoi en faire pour faire gagner l'équipe. Si vous avez de tels éléments dans votre groupe, chérissez-les. Et si vous aspirez à devenir vous-même ce catalyseur, commencez par trouver un mentor. Sortez de votre zone de confort et développez vos compétences avec une discipline de fer. Mais vers où ces catalyseurs doivent-ils nous mener? Toute cette énergie, toute cette compétence, tout ce talent brut ne servent à rien s'ils ne sont pas orientés dans la bonne direction. C'est ici qu'intervient la boussole de la vision. Une équipe sans vision est comme un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues des circonstances. Prenons l'exemple d'IBM dans les années 1990. L'entreprise était un géant endormi, perdant des milliards de dollars, fragmenté et déconnecté des réalités technologiques émergentes. Il a fallu l'arrivée d'une nouvelle direction et d'une vision unificatrice, centrée sur le commerce électronique et les services intégrés. Pour redonner confiance et direction à des milliers d'employés. La vision donne à l'équipe son or magnétique. Elle ne se limite pas à un simple objectif financier. Une véritable boussole d'équipe comporte plusieurs dimensions, une boussole morale qui assure l'intégrité de nos actions. Une boussole intuitive qui puise dans notre passion intérieure, une boussole historique qui honore nos racines et nos réussites passées. Une boussole directionnelle qui fixe des objectifs concrets, une boussole stratégique qui nous donne un plan d'action, et enfin, une boussole visionnaire qui nous élève au-delà de nos limites actuelles pour toucher à l'extraordinaire. Howard Schultz a transformé Starbucks d'une petite chaîne locale en un empire mondial non pas seulement en vendant du café, mais en insufflant une vision, celle de créer un troisième lieu entre la maison et le travail, où les employés sont traités avec dignité. Sa vision a été le phare qui a guidé chaque décision stratégique de l'entreprise. Même avec la meilleure boussole du monde, un navire peut sombrer de l'intérieur si l'atmosphère y est viciée. C'est la loi cruelle de la pomme pourrie, une mauvaise attitude détruit l'équipe. Le talent ne suffit pas. L'expérience ne suffit pas. L'attitude est cette force silencieuse, ce pinceau qui colore chaque interaction au sein du groupe. Une attitude positive élève, inspire et crée un environnement où les miracles sont possibles. Pensez à l'exploit de Roger Bannister, le premier homme à courir le mile en moins de 4 minutes. Pendant des années, les experts affirmaient que c'était psychologiquement impossible. L'attitude de Bannister a brisé cette barrière mentale, et soudain, dans les mois et les années qui ont suivi, des dizaines d'autres athlètes ont accompli la même chose. Son attitude de conquérant a été contagieuse. Mais attention, une mauvaise attitude est infiniment plus contagieuse qu'une bonne. L'arrogance de celui qui ne s'excuse jamais, la rancune de celui qui ne pardonne pas, la jalousie mesquine face au succès d'un collègue. L'ego de mesurer qui cherche à accaparer toute la lumière, ou encore l'esprit critique permanent qui draine l'énergie de la pièce. Ce sont des maladies mortelles pour une équipe. Et souvent, elles sont insidieuses, difficiles à pointer du doigt car elles relèvent du comportement subjectif. Pourtant, en tant que membre ou leader, vous ne pouvez pas vous permettre de fermer les yeux. Vous devez d'abord examiner votre propre cœur, puis avoir le courage de confronter ces attitudes toxiques chez les autres. Si la pomme pourrie refuse de changer, elle doit être retirée du panier avant de contaminer l'ensemble de la récolte. Pour contrer ce poison, il existe un antidote puissant, une fondation sur laquelle repose toute collaboration véritable. La fiabilité et la coordination. Dans une équipe de démolition, si le spécialiste des explosifs ne se coordonne pas à la seconde près avec l'équipe de sécurité, les conséquences sont désastreuses. Dans nos vies professionnelles ou personnelles, le principe est le même. Nous devons pouvoir compter les uns sur les autres quand cela compte vraiment. Cette fiabilité ne tombe pas du ciel. Elle est le produit d'une formule précise, le caractère, combiné à la compétence, à l'engagement, à la constance et à la cohésion. Le caractère engendre la confiance. La compétence assure que le travail sera bien fait. L'engagement prouve que vous ne fuirez pas face à l'adversité. La constance,
à l'image du légendaire lanceur de baseball Greg Maddux, démontre que vous êtes performant jour après jour. Et non pas seulement quand l'envie vous en prend. Et enfin, la cohésion, c'est cette magie qui fait que l'équipe passe avant l'individu. Cette loyauté profonde qui fait dire que l'on est prêt à tout pour ses camarades. Une trahison de cette confiance, comme celle d'un Benedict Arnold dans l'histoire américaine, est une blessure qui ne guérit presque jamais. Le plus beau compliment que l'on puisse vous faire n'est pas de dire que vous êtes brillant, mais de dire que l'on peut compter sur vous aveuglément. Atteindre ce niveau de fiabilité et de succès à un coup. C'est la dure loi de l'échange, on ne peut pas réaliser le potentiel de l'équipe sans en payer le prix. L'histoire de l'entreprise Montgomery Ward est tragique à cet égard. Pionnière de la vente par correspondance, elle a refusé de s'adapter lorsque la population américaine a commencé à s'urbaniser massivement. Ses dirigeants, confortablement installés dans leur succès passé, n'ont pas voulu payer le prix du changement. De l'investissement dans des magasins physiques. Leur concurrent, Sears, a pris le risque, a payé le prix, et les a écrasés. Le succès n'est jamais en solde. Il exige des sacrifices constants. Beaucoup souffrent de la maladie de la ligne d'arrivée, ils croient qu'une fois un diplôme obtenu ou une promotion décrochée, ils peuvent cesser de grandir. C'est une erreur fatale. Pour rester au sommet, le prix à payer est encore plus élevé que pour y arriver. Il faut sacrifier son temps, son confort, ses intérêts égoïstes. Il faut se soumettre à une discipline de fer et à un développement personnel continu. Et ce prix ne diminue jamais. Si vous n'êtes pas prêt à investir votre énergie aujourd'hui, quelqu'un d'autre le fera, et vous serez laissé pour compte. Et comment savoir si nous payons le bon prix, si nous sommes sur la bonne voie? C'est là que le tableau d'affichage entre en jeu. Une équipe ne peut faire des ajustements salvateurs que si elle sait exactement où elle en est. Pendant des années, l'empire Disney a décliné parce que ses dirigeants continuaient de se demander ce que Walt aurait fait. Refusant de regarder la réalité des chiffres et de l'évolution du marché. Ce n'est qu'avec l'arrivée d'une nouvelle direction, capable de regarder le tableau d'affichage en face et d'initier des changements radicaux, que la magie a de nouveau opéré. Le tableau d'affichage est crucial car il offre une compréhension immédiate de la situation. Il permet l'évaluation, car on ne peut améliorer ce qu'on ne mesure pas. Il facilite la prise de décision en temps réel, comme un entraîneur de football qui change sa tactique à la mi-temps en fonction du score. Il est le miroir impitoyable mais nécessaire qui nous oblige à l'humilité et à l'adaptation. Mais attention, le tableau d'affichage ne raconte pas toute l'histoire. Il montre les joueurs sur le terrain, mais il occulte souvent ceux qui sont dans l'ombre, prêts à bondir. C'est la loi du banc de touche. Les grandes équipes ont une grande profondeur. J'ai un jour assisté à un match de football américain universitaire extrêmement serré. Alors que tout le monde retenait son souffle dans les dernières minutes, j'ai dit à mes amis que le match était déjà plié. Pourquoi? Parce que l'une des équipes épuisait ses joueurs titulaires sans relâche, tandis que l'autre faisait tourner son effectif, s'appuyant sur un banc de touche riche et talentueux. Sur la durée, la fatigue a eu raison des premiers, et les remplaçants frais et préparés des seconds ont fait la différence. Dans toute organisation, les remplaçants, ceux qui soutiennent indirectement l'action principale, les assistants, les jeunes recrues. Les techniciens de l'ombre sont vitaux. Ce sont les stars de demain. Leur succès multiplie celui des leaders. Un banc solide offre des options infinies face aux crises et aux imprévus. Construire ce banc demande de la patience, recruter avec soin, former sans relâche, et parfois accepter de laisser partir ceux qui ne s'intègrent pas à la vision. C'est un cycle de renouvellement permanent, une porte tournante qui, si elle est bien gérée, insuffle constamment du sang neuf et des idées nouvelles à l'organisation. Qu'est-ce qui unit alors ces joueurs sur le terrain et ceux sur le banc? Qu'est-ce qui empêche cette porte tournante de devenir une centrifugeuse chaotique? Ce sont les valeurs partagées. C'est la loi de l'identité. Une équipe se définit par ses valeurs communes. Au fur et à mesure qu'une organisation grandit, les relations personnelles ne suffisent plus à maintenir la cohésion. Il faut un ciment plus fort. Si vous regardez une entreprise comme Home Depot à ses débuts, son succès fulgurant ne reposait pas seulement sur des prix bas, mais sur un ensemble de valeurs profondément ancrées chez ses fondateurs et transmises à chaque employé, un service client exceptionnel. Le respect de chaque individu, un esprit entrepreneurial valorisé à tous les niveaux. Les valeurs partagées sont la fondation sur laquelle on construit la confiance. Elles sont les talons de mesure de nos actions et la boussole morale dans les moments de doute.
Elles agissent comme un aimant, attirant ceux qui partagent la même éthique et repoussant ceux qui n'y adhèrent pas. Pour qu'elles soient efficaces, ces valeurs ne doivent pas être de simples mots sur une affiche, elles doivent être vécues, communiquées, enseignées, institutionnalisées et récompensées publiquement chaque jour. Bien sûr, ces valeurs, pour qu'elles vivent, doivent circuler. Elles doivent être le sang qui irrigue le corps de l'équipe. C'est la loi de la communication. L'interaction alimente l'action. Lorsque Gordon Bethune a pris les rênes de Continental Airlines, l'entreprise était au bord du gouffre. Sclérosée par une bureaucratie étouffante et une paranoïa généralisée. Sa première action symbolique a été d'ouvrir les portes de la direction et de brûler littéralement le manuel des règles rigides devant les employés. Il a instauré une communication transparente, fréquente et honnête. En rétablissant le dialogue, il a rétabli la confiance, et l'entreprise est passée de la pire à la meilleure de son secteur. La communication doit circuler dans tous les sens, du leader vers l'équipe avec clarté et constance. De l'équipe vers le leader avec franchise et respect, et entre les membres de l'équipe avec empathie et esprit de collaboration. Un leader qui n'écoute pas se coupe de la sagesse de son groupe. Ignore les signaux d'alarme et finit par se retrouver isolé sur une tour d'ivoire qui menace de s'effondrer. Lorsque la communication coule de source, que les valeurs sont partagées et que chaque talent est à sa place. L'équipe atteint un palier de compétences élevé. Mais face à un adversaire de même niveau, qu'est-ce qui fait pencher la balance? C'est la loi de l'avantage, la différence entre deux équipes de talent égal, c'est le leadership. Le leader est le catalyseur ultime. Il voit plus loin, plus grand et avant les autres. C'est Joseph Strauss, qui a lutté pendant 20 ans contre le scepticisme, les défis financiers et techniques pour construire le Golden Gate Bridge. Il n'a pas seulement conçu un pont, il a dirigé d'autres leaders, des ingénieurs brillants, des ouvriers courageux, fusionnant leurs talents pour accomplir l'impossible. Le leadership ne se résume pas à s'asseoir en bout de table et à donner des ordres. Il s'agit de responsabiliser, de créer un environnement où chacun se sent valorisé. De comprendre les motivations intimes de chaque membre et de modéliser le comportement attendu. Le leader est celui qui libère le potentiel de son équipe, la propulsant vers des victoires qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Sous un tel leadership, quelque chose de magique se produit dans l'atmosphère de l'équipe. C'est l'expérience transcendante du moral au beau fixe. Quand on gagne, plus rien ne fait mal. L'image de la gymnaste américaine Kerri Strug aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 est gravée dans les mémoires. La cheville brisée, la douleur irradiant dans tout son corps, elle a trouvé la force de courir. De sauter et de réussir une réception parfaite sur un pied pour assurer la médaille d'or à son équipe. Comment a-t-elle pu ignorer une telle souffrance? Parce que le moral de l'équipe était à son paroxysme, parce que la vision de la victoire collective a anesthésié la douleur individuelle. Un moral élevé est un amplificateur de talent. Il crée une dynamique où les obstacles deviennent des tremplins, où l'énergie semble inépuisable, où les problèmes fondent comme neige au soleil. C'est l'histoire bouleversante de Dick Waugh, ce père qui a poussé, tiré et porté son fils lourdement handicapé, Rick, à travers des centaines de marathons et d'Ironman. Leur amour mutuel, leur détermination et le bonheur de franchir la ligne d'arrivée ensemble ont balayé toutes les limites physiques. Construire ce moral est la tâche suprême du leader, en célébrant les petites victoires, en insufflant de l'espoir dans les moments sombres. Et en maintenant le cap avec une conviction inébranlable. Et c'est ainsi que nous arrivons à l'ultime révélation, la loi des dividendes. L'investissement dans l'équipe rapporte des intérêts composés. Morgan Walton, l'un des plus grands entraîneurs de basketball de l'histoire, n'a jamais cherché la gloire de la NBA. Il a passé sa vie à entraîner des lycéens, investissant son temps, son amour et sa sagesse dans des milliers de jeunes vies. Son objectif n'était pas seulement de gagner des matchs, mais de forger des hommes. Et les dividendes ont été colossaux, des centaines de bourses d'études, des carrières professionnelles, mais surtout, des générations d'individus transformés par son mentorat. Choisir d'investir dans son équipe, c'est accepter de sacrifier un peu de son temps présent pour récolter une moisson abondante dans le futur. C'est déléguer le pouvoir, accorder le crédit des réussites. Surveiller la croissance de chacun et créer des opportunités pour que d'autres puissent briller. En fin de compte, la grandeur n'est jamais un acte solitaire. Elle est une symphonie jouée par des individus qui ont choisi d'accorder leurs instruments. De suivre la même partition et de se laisser guider par une vision commune. Alors, posez-vous la question, quel membre d'équipe êtes-vous aujourd'hui? Êtes-vous le maillon faible,
le catalyseur, le joueur de banc prêt à bondir, ou le leader qui élève les autres? N'oubliez jamais que votre contribution, aussi modeste semble-t-elle, est le fil indispensable qui tisse la tapisserie d'un succès durable. Investissez dans les autres, communiquez avec passion, trouvez votre place, et ensemble, vous accomplirez ce que l'histoire jugera impossible. Merci de m'avoir accompagné dans cette profonde réflexion, et à très bientôt pour un nouvel épisode.